Avant, les gens ils plantaient toujours des arbres de génération en génération. Nous, on a 2 générations de rupture, donc il faut recommencer à zéro. Ouais. Là, alors il y a des gens qui viennent après un échec de plantation aussi pour reprendre des arbres et avoir le juste conseil par rapport à chez eux. Voilà, donc ça c'est important. Sébastien, bonjour. Salut. Euh, donc voilà, moi je voulais faire un petit film sur toi parce qu'on s'est connu par le woofing. Et ce que tu faisais, donc le travail que tu faisais, la manière dont tu le faisais, ça me paraissait intéressant. Et c'est au final assez peu connu par pas mal de monde, je pense. Et donc voilà, je voulais que tu nous présentes un peu ce que tu fais, la manière dont tu le fais. Ouais. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter toi, Ouais. ton parcours? Voilà, mon parcours, c'était assez rapidement d'aller dans l'agriculture, dans la pépinière. J'ai bossé quelques années et c'était de la pépinière ornementale et assez rapidement finalement je me suis pas retrouvé dans les relations humaines que je pouvais rencontrer en pépinière. Et donc après j'ai voulu m'écarter de ça. Et là j'ai rencontré les biodynamistes avec qui j'ai passé un moment, une année avec eux. Et donc là pour moi c'était vachement intéressant parce que ça a vraiment ouvert le champ agricole, voir d'autres choses, d'autres approches, d'autres façons de regarder la nature, voir ça aussi dans une globalité quoi. Et ça me parle beaucoup finalement de pas juste s'en tenir à la plante et tout, mais de prendre en compte aussi tout l'environnement, qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui aussi avec la permaculture, qui est dans cet état d'esprit aussi de vouloir regarder les choses comme un ensemble. Et puis suite à ça, parce que j'ai un appel de la terre qui est très fort, hein, et j'ai voulu faire mon installation agricole petitement en maraîchage. Et puis alors là, j'étais plein d'idéaux, donc c'était dans les Corbières. Alors les Corbières, c'est un truc, ça ressemble à la Lune, c'est que des cailloux, c'est sec. Donc assez rapidement, finalement, ça n'a pas fonctionné. Du coup, il a fallu que je rebondisse dans ma vie parce que j'avais plus de sous. Et donc là, je suis parti en charpente traditionnelle. Je me suis formé à la charpente traditionnelle et j'ai bossé 5 ans en charpente traditionnelle. Donc je me suis bien régalé, c'était chouette, je faisais des beaux travaux, c'était des trucs intéressants. Et donc, finalement, au fond de moi, il y avait toujours ce truc, mais finalement, ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire, c'est l'agriculture. Donc j'y suis revenu. Et du coup, c'est un peu une synthèse en fait de mon parcours là aujourd'hui, puisque en même temps, c'est de la pépinière ce que je fais, donc c'est de la pépinière fruitière. Alors je multiplie des arbres fruitiers de variétés anciennes, donc quasiment uniquement des variétés anciennes. Et donc c'était la synthèse entre mon parcours de pépinière ornementale qui était pour la décoration et aussi ce passage que j'avais fait chez les biodynamistes où il y avait tout le côté alimentaire de l'agriculture qui m'avait touché aussi, de manger des choses bonnes, saines. Voilà, aussi la façon dont on les cultive qui permet d'avoir des fruits de qualité, des légumes de qualité. Et donc là aujourd'hui avec cette pépinière, ça permet de rassembler tout ça. Et moi je pratique pas la biodynamie, hein, ça c'est voilà, mais dans certaines choses je suis inspiré par leur approche. Ouais, donc, voilà. par contre, aujourd'hui tu t'es installé, tu es en bio. Ouais, ça c'est en bio. Ouais. Oui, ça me paraît évident, c'est le prolongement de moi-même. Je mange tout bio, je fais tout bio, c'est juste, je l'affiche même pas, c'est moi en fait. Donc voilà. Et je l'affiche pas aussi parce que ce projet, il a toujours eu une volonté d'ouverture très forte. Ça fait partie des choses que j'ai posées dans les fondements du début, c'est que ce soit ouvert à tous. Je veux pas que ce soit quelque chose qui soit fermé à un moment donné à quelqu'un. Et pour moi, je m'adresse aussi bien à des gens qui sont bien sûr intéressés par l'agriculture biologique, mais aussi ceux qui ne sont pas intéressés, parce que je trouve que c'est très bien qu'ils aient des fruits qui soient bons, qui ne tombent pas malades et tout. Voilà, pour moi, ce travail, c'est pour tout le monde. Voilà. Ok. Donc du coup, comment ça s'est passé pour les terres? Le foncier, c'est un des points difficiles d'une installation, parce que ça se trouve pas comme ça, des terres. Faut être au courant, mais souvent on est dans
une société où les gens bougent beaucoup et donc tu te déplaces, tu veux trouver des terres et là tu es au courant de rien quoi. Ouais. Il n'y a que les locaux qui sont au courant, c'est assez difficile de savoir. Et la logique agricole aujourd'hui pousse les agriculteurs à devoir avoir de plus en plus de terres. Ça c'est par les aides, c'est ça? Ouais. Et ils s'en sentent aussi prisonniers, hein, même les gros conventionnels et tout. D'une certaine manière, ils se sentent un peu prisonniers de ça aussi. Ils sentent qu'ils sont obligés de grossir. Et parce que c'est du coup c'est ce qu'on appelle les primes à l'hectare. Voilà. Les gens ils touchent des primes en fonction du nombre d'hectares qu'ils ont. Voilà. Et donc du coup, ce qui te fait vivre, c'est la surface. Parce qu'en fait, on s'en fout d'avoir des agriculteurs en France qui produisent, parce que tu peux faire n'importe quoi, des fraises en Amérique latine, importer des fraises par bateau, par avion, ça te coûte moins cher que les faire par les Français. Ouais. En France, le seul truc qui est important, vraiment, pour la vision, enfin bon, ça c'est ce que je crois moi, oui, hein, c'est comment tu vois, c'est qu'en fait, il nous faut des gardiens du paysage pour que notre pays soit joli, qu'il soit touristique, que quand tu te promènes, tu as des jolis petits champs, des forêts, des chemins entretenus. Et donc, si tu fais des primes à l'hectare, ces gens qui s'en occupent doivent s'occuper d'une surface. Et donc, tu payes des gardiens du paysage, finalement, un peu indépendamment des productions, tu t'en fous un peu. Et là, moi, j'ai un copain qui s'est installé et presque juste avec les primes à l'hectare, ça suffit pour vivre. Sa production est presque secondaire dans le projet. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Et du coup, quand il y a des petits projets, des gens qui ont envie de faire des trucs, moi, par exemple, j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai 4 hectares, ça devrait suffire pour mon projet, là, au niveau production. 4 hectares, tu les trouves pas, parce que n'importe quel paysan, 4 hectares, il peut l'acheter, quoi. La banque, de toute façon, elle suivra. 4 hectares, 10 hectares, ils suivent. Donc ouais, pour les petites installations, le foncier, c'est une grosse difficulté. Bon, moi, j'ai eu la chance parce qu'il y a un paysan du coin à qui j'avais fait une charpente, avec qui on s'entendait bien, qui finalement m'a pistonné la terre, quoi. Okay. Voilà, il m'a dit, il y a cette terre et tout, donc je suis allé voir. C'était pas trop cher, il n'y avait pas de bâtiment, donc ça aussi, ça fait tout de suite, ça permet que ce soit accessible. Et j'ai pu me lancer. Est-ce que tu peux présenter ta pépinière? Alors, une pépinière. Donc, il y a plusieurs aspects dans la pépinière. Donc, parce que, du coup, moi, je multiplie des arbres. Je vends des arbres, je ne vends pas des fruits, je vends des arbres. Et donc, je vends beaucoup d'arbres différents. Alors, j'ai à peu près, je pense, 120 variétés d'arbres fruitiers différents. D'accord. Pour la plupart résistants aux maladies, qui sont très bons. Si c'est juste bon ou moyen, on ne les fait pas. On ne garde que les très bons. Et donc, alors pour faire ça, j'ai besoin, parce qu'en fait, mon entreprise, c'est une entreprise de clonage. Donc, je suis un cloneur de variétés anciennes. Tu dis ça droit à la caméra. Voilà, j'assume. Et donc, je fais des clones. C'est tous les mêmes individus que je fais, qui viennent d'une souche. Bon, n'importe quoi. Par exemple, une prune reine Claude. Une reine Claude dorée qui est très bonne, et bien, si les gens veulent acheter cet arbre-là, il faut que je sois sûr que ce soit le même. Et donc du coup, je prends du bois d'un arbre reine Claude dorée que je greffe sur des autres arbres, des racines, et qui vont me faire plein de reine Claude dorée que je vais pouvoir vendre. Et donc pour toutes les variétés que j'ai un verger conservatoire pour chaque variété. Donc si j'ai 120, 150 variétés, et bien, je rentre mes 120-150 variétés en verger conservatoire sur lesquelles je vais pouvoir prendre du bois. Et donc ça veut dire qu'un verger conservatoire, concrètement, c'est un endroit, un espace qui est réservé où tu plantes des arbres. Le but c'est qu'ils deviennent grands pour avoir suffisamment de matériel pour tous les ans pouvoir aller chercher des bouts de bois. Voilà, et pour ensuite les greffer sur tes petits. Donc, donc sur la structure, tu as le verger conservatoire. Voilà, c'est ça. Et après, donc du coup, il y a la pépinière. Et donc la pépinière, c'est plein de petits arbres, des jeunes arbres que je plante. C'est presque comme du maraîchage, j'ai des rangées tous les 1 mètre. Et donc la pépinière, alors là, il y a 2 choses pour faire un arbre de pépinière. Il y a d'une part les racines et d'autre part le fruit. Donc le fruit il vient du verger conservatoire, en fonction de ce que je veux greffer. Et après, je choisis les racines pour m'adapter aux différents sols ou aux différentes tailles d'arbres. Je peux faire par exemple un poirier, on peut faire un poirier sur poirier, donc c'est un poirier qui va devenir très grand, qui va faire 5-6 mètres, qui va produire beaucoup, qui va mettre plus de temps aussi à produire, mais qui va vivre 200 ans, des fois plus. Ou alors je peux faire un poirier sur cognacier,
ils sont suffisamment proches, donc je peux greffer de la poire sur des racines de cognacier. Ouais. Et donc là, ça va me faire un poirier qui va faire 2 mètres de haut, voilà, qui va produire plus vite, mais aussi des gens qui ont des plus petits jardins, ça peut correspondre. Et aussi, par exemple, des gens qui sont sur un causse calcaire, là, un truc où c'est du caillou blanc partout et tout, on ne peut pas mettre un poirier franc dessus, il n'aime pas trop, quoi. Ouais. Mais par contre, le cognacier, c'est son terroir, il n'y a aucun problème. Donc du coup, ce poire-là peut passer sur cette terre-là grâce aux racines. Donc il y a toujours 2 aspects très importants. Et des fois, c'est un peu oublié dans les magasins, les jardineries, les trucs comme ça. On oublie un peu de parler des racines, on parle que du fruit. Mais ça a la même importance en fait. Et donc vraiment, voilà, moi j'ai ces 2 choses. Et j'élève des jeunes arbres, donc je plante mes porte-greffes, je les fais pousser une année. Et au bout d'une année, je les greffe. Et donc là, il me faut 2 ans pour faire un arbre. Et au bout de 2 ans, je vends un jeune arbre. Ok, Voilà. donc l'arbre que tu vends, en fait, c'est pas vraiment le même arbre que celui qu'on trouve dans la nature, parce que ton arbre, c'est en fait un greffon plus un porte-greffe. Ouais, c'est toujours une combinaison de 2 plantes. Ouais. Voilà. Ah ouais. Après, tu as la jauge. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, ce que c'est cette jauge? Oui, alors la jauge, donc c'est un grand bac à sable. L'été, les enfants jouent dedans. Ouais. L'hiver, j'y mets des arbres. Voilà. Et parce qu'en fait, quand les arbres sont... Donc moi, ma spécialité, c'est la racine nue. Voilà, je ne fais pas de plantes en pot, parce que les plantes en pot, déjà c'est chiant, il faut les arroser l'été. Mais, mais surtout, en pleine terre, les arbres ont vraiment un système racinaire qui s'ouvre énormément dans la terre. Ouais. Et ils ont un grand volume de terre à disposition, donc ils se développent bien. Alors dans un pot, c'est fermé, et donc les racines tournent. Et si on veut un arbre qui se développe bien dans un pot, ça veut dire qu'il faut donner de l'engrais, il faut arroser beaucoup. J'ai pas envie d'entrer dans ce truc-là. Reste là dans ta logique. Ouais, moi, il faut que ce soit un truc simple. Et donc quand je les sors l'hiver, quand ils sont en repos, je peux les mettre dans un bac à sable et ils ont l'illusion de croire qu'ils sont dans la terre. Et ils vont garder les racines au frais, ils vont avoir de l'eau à disposition puisque le sable reste toujours frais l'hiver. Et ils peuvent rester comme ça tout l'hiver. Du moment qu'ils se mettent à faire les feuilles, ils vont commencer, le sable ne permet pas, à l'arbre de vivre vraiment. Et si je laisse des arbres dans la jauge, il y aura 80% qui vont mourir, quoi. Ouais. Mais pour l'hiver, j'ai plein d'arbres. Du coup, s'il y a du monde qui passe, un peu tout le monde en même temps, et plutôt que de courir dans la pépinière aux 4 coins des trucs pour chercher des arbres, je vais dans la jauge et j'ai toujours un peu de stock. Ouais. Je peux composer rapidement quelque chose, quoi. Voilà. Ok. Et donc du coup là, pour revenir sur le verger conservatoire et la notion de transmission, en fait, ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est que donc, pour t'installer, pour débuter, il te faut des greffons. Il faut que tu puisses avoir accès à des greffons. Donc du coup, ça normalement c'est le verger conservateur, mais quand tu débutes tu l'as pas, donc toi c'est des gens qui te l'ont amené. Est-ce que tu peux nous parler de la transmission des buris en fait? Ouais, donc moi j'ai une chance inouïe dans mon démarrage, c'est qu'il y a des gens qui font ça depuis 35 ans, qui s'appellent les Bury, Jean-François Bury et Katharina Bury, qui nous ont vraiment... bon là maintenant ils voulaient lever un peu le pied et tout, parce qu'ils ont fait 60 ans l'année dernière, et ils n'ont pas tout à fait arrêté, mais ils veulent lever le pied. Ouais. Et donc du coup, ils nous ont vraiment offert un tapis rouge en nous offrant 30-50 sélections de fruits qu'ils ont goûtés, de fruits qu'ils ont aimés, d'expériences où ils ont vu que certains n'étaient pas franchement résistants ou tout ça. Et ils ont vraiment conservé le nectar de 35 ans de travail qu'ils nous offrent aujourd'hui pour pouvoir prolonger ce travail. Et ils nous ont fourni les greffons et ils nous ont du coup transmis aussi la clientèle. Donc quand je dis nous, c'est moi et aussi une amie, une collègue amie qui est sur le plateau de Sceaux à proximité, donc, qui s'appelle Juliette Watson, avec son mari David, qui a repris aussi une partie de la pépinière. Donc je dirais qu'à peu près à nous deux, on est de l'ordre de 1/3, 2/3. Elle fait 1/3 des arbres, elle a repris 1/3 de la production et moi 2/3 de la production. Voilà, et on fonctionne. C'est des entreprises séparées, mais quand on vend, on se retrouve ensemble sur les foires, on amène nos arbres ensemble et tout, quoi. Voilà. Vous coopérez. Donc c'est-à-dire qu'en fait les Bury, eux, ils étaient déjà pépiniéristes depuis 30-35 ans, tu disais. C'est ça. Et en fait, ils vous ont transmis tout ça, quoi. Ouais, voilà. Et donc il y a tout un travail aussi, dans un monde où on voudrait que tout aille toujours plus vite, et bien, nous on a besoin de prendre le temps, quand on rentre une variété aussi, de
prendre le temps que cet arbre fructifie pour savoir si le fruit correspond aussi à ce qu'on a rentré dans le verger. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Bon, des fois, je reconnais que des fois, on ne le fait pas tout le temps. Mais parce qu'il y a des gens en qui on a de grandes confiances, Oui, ils savent qu'on est professionnel et tout. Ils nous vendent un arbre aussi que s'ils sont sûrs, ou s'ils nous filent un greffon, c'est parce qu'ils sont sûrs. Ils le prennent directement sur le pied mère, le greffon, quand ils nous le donnent. Mais donc là, par exemple, il y a des gens aussi qui nous amènent régulièrement des nouvelles variétés, qui disent « Ah, ça, c'était une super poire qu'on mangeait quand j'étais enfant, chez mon grand-père, tout ça. » Donc on rigole toujours un peu de ce truc-là, parce que quand on mange une poire sur les genoux du grand-père, elle est toujours meilleure que si on la mange dans le magasin. Et donc du coup, ça nous demande, nous, peut-être, effectivement, c'est peut-être une excellente poire, mais donc du coup, on rentre cette poire dans le verger conservatoire, on va la faire pousser pendant 4 ans, 5 ans, pour pouvoir avoir le fruit, pour goûter si la poire du grand-père elle était vraiment excellente ou si elle est juste moyenne. Si elle est juste moyenne, on ne va pas la faire. Et donc du coup, je dirais qu'à peu près chaque année, on nous ramène des trucs. Sur une dizaine de variétés qu'on nous ramène, des vraiment excellents, il y en a une. Voilà. Les 9 autres sont plutôt moyennes. Voilà. Donc il y a vraiment aussi un côté affectif dans le fruit qui est très important, quoi. Donc du coup, tu nous as dit que tu faisais des variétés anciennes. Est-ce que tu peux nous donner en fait, les caractéristiques des variétés anciennes? Donc en gros, quels sont les avantages des variétés anciennes par rapport à une variété de l'INRA ou autre? En fait, pourquoi choisir une variété ancienne? Quel est l'intérêt? D'accord. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, déjà, il y a quelque chose de l'ordre de l'uniformisation des goûts. Les goûts deviennent très standards. Et donc, par exemple, si on prend une pomme dans le commerce, quelqu'un qui vient me voir, qui me dit qu'il y a une pomme du commerce, c'est du schmoll, machin truc, j'aime bien cette pomme. Je suis presque sûr de ne pas me tromper en lui disant c'est une pomme douce, juteuse, sucrée. Quasiment toutes les pommes du commerce sont douces, juteuses, sucrées. Et il me dit oui. Bon. Et, donc en fait il y a beaucoup de fruits, et puis bon, il y a aussi un certain nombre de fruits qui ont carrément perdu de la saveur, quoi, où tu as presque du mal à identifier la saveur du fruit. Des prunes, par exemple, les prunes du commerce, elles sont assez fades, quoi. Et donc déjà, c'est d'avoir aussi une diversité de saveurs, avec des goûts qui ne sont pas les goûts à la mode, mais qui ont vraiment des intérêts gustatifs certains, quoi. Donc le plaisir des papilles. Et puis après, il y a eu quand même une grosse sélection de fruits qui ont été faites pour la présentation, c'est-à-dire la couleur. Des fruits qui brillent, qui pètent de couleur et tout, mais qui sont un peu fadasses. Et puis ça, c'est des productions de fruits qui s'adressent beaucoup aux professionnels qui bombardent un peu avec les produits et tout, parce que c'est des variétés sensibles en fait, tout simplement. Ça commence à changer, ils commencent à faire des variétés résistantes. Donc ça, c'est déjà intéressant. Pour les particuliers, parce qu'en fait le particulier il n'a pas du tout le truc de... C'est technique le traitement, c'est chiant à faire. En plus, quand ils mettent leurs arbres, ils n'ont pas envie de traiter, ils aimeraient que leur jardin il soit bio, un peu plus ou moins, pour manger des trucs pas traités, au moins ce qui vient de chez eux, quoi. Et donc du coup les variétés anciennes, alors il y a plein de trucs différents, mais nous par exemple il y a un ami pépiniériste, lui il est spécialisé dans toutes des variétés qui sont vraiment très âgées et qui sont françaises. Alors c'est vraiment des variétés anciennes françaises, mais elles ne sont pas toutes résistantes aux maladies. Mais lui, il travaille sur le patrimoine culturel. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Nous, on a plutôt fait une sélection. La première sélection, c'est le goût. Donc il faut que ce soit très bon. Ça, parce que nous, on aime les fruits très bons, les fadas, on ne voit pas l'intérêt d'avoir ça dans le verger. La deuxième sélection, c'est la résistance aux maladies. Voilà. Donc ça, c'est notre... Et après, on a une troisième sélection, qui sont les fruits de pays. Parce que dans les variétés, il y a plusieurs... il y a des variétés qu'on trouve de partout en France. Il y a des variétés qu'on trouve de façon régionale, qui sont plus cantonnées à un secteur. Puis il y a des variétés qui sont presque départementales ou de quelques villages. Puis des fois, il y a même des variétés qui sont que sur une ferme, qui ne sont pas sorties de la ferme. Le mec, il a vidé ses pommes, il y a une pomme qui a poussé, c'est un truc excellent, ça n'a jamais bougé, elle est que là. Et donc du coup, nous, ça nous intéresse aussi de trouver les choses qui poussent aussi dans le coin, les variétés du coin, et de multiplier ça. Par exemple, ici, il y a une poire toute petite qui s'appelle la Pérouse,
aux perrotiers, qu'on trouve de partout dans la région, tous les 30 ou 40 km, il y en a un différent. C'est un truc mais typique du coin, tous les vieux ils connaissent ça. Et ça, moi je trouve super intéressant. Donc là on a quelques clones, mais je crois que je vais carrément faire un verger de Péroute, parce qu'il en existe, je sais pas, mais peut-être 200 variétés différentes de Péroute. Du coup, ce qu'on peut dire aussi par rapport aux variétés anciennes et leur intérêt, c'est qu'après on peut vraiment étaler les récoltes, quoi, en choisissant certaines variétés. On peut avoir facilement du fruit toute l'année, avec soit des très précoces, soit des très tardives. Par exemple, pour les cerisiers, on a des variétés qui viennent, bon après réservées au sud de la France, hein, mais la toute première cerise qu'on va manger au 4-5 mai, donc celle-là c'est une préciosité, puisque normalement les cerises on les a plutôt fin mai, début juin, les premières, et les toutes dernières qu'on peut manger au mois d'août. Donc c'est vraiment très étalé, quoi. Et si on fait ça avec la pomme, parce que la pomme, il existe tellement de pommes en France qu'on a un potentiel incroyable, et bien on peut manger les premières pommes au mois de juin. Il y a des pommes de moisson, des choses comme ça, qui sont des pommes qui ne se conservent pas, hein. Toutes les très précoces, il faut les manger rapidement. Mais après, on a des pommes qui se conservent naturellement, et ça c'est super. Donc on les ramasse en octobre avant les gelées, et puis on les rentre, on les garde à l'intérieur, et là on va avoir des pommes qui vont pouvoir se conserver aisément jusqu'au mois de mars, avril, mai, et des fois même jusqu'au mois de juin selon les années. Du coup on a bouclé l'année avec quelques variétés bien choisies. Je pense avec quelque chose comme 5-6 arbres, on couvre l'année en pommes naturellement. Pas besoin de chambre froide, des trucs comme ça. Voilà. Donc là, toi, ton entreprise, c'est de vendre des arbres aux gens. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça se passe, à qui tu vends, pourquoi tu vends à ces gens-là, pourquoi aux particuliers du coup, et voilà, comment tu le fais, comment ça se passe, est-ce qu'on te on est sur internet, est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, on a donc plusieurs façons de commercialiser. Notre travail s'adresse surtout à des particuliers, parce qu'on a donc une grande diversité de fruits à proposer, d'arbres fruitiers à proposer. Mais du coup, la contrepartie, c'est qu'on a des petites quantités, puisque on greffe 30 de lin, 12 des fois 10 de lin. On sait qu'on n'en vend pas beaucoup, on n'en fait que 10. Une autre, on sait qu'on en fait beaucoup, on en fait 60. Donc on a beaucoup de petites quantités comme ça qu'on fait. Du coup, si les professionnels viennent nous voir et nous disent je veux planter 4 hectares, je veux 200 de ça, 150 de ça, on ne peut pas, parce qu'en fait il n'y a plus rien pour les autres. Alors les professionnels, on peut les fournir, mais du coup c'est plutôt un peu à l'avance. Ils nous appellent à l'avance et on prépare spécialement la quantité pour eux, quoi. Voilà. Et nous, donc, on a fait le choix de s'adresser aux particuliers pour notamment le côté résistance aux maladies, parce qu'on trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à proposer aux gens, qu'ils ne soient pas emmerdés avec leurs arbres fruitiers. Et on s'y retrouve. Alors ils viennent nous voir, et aussi eux, ce qui est important pour eux, c'est aussi de pouvoir prendre le temps de discuter, d'avoir ce conseil. Donc moi je sais qu'à chaque fois que j'ai un client qui vient, le minimum que je passe avec, c'est 20 minutes. C'est rarement moins, parce qu'on a besoin de parler de sa terre, de ce qui pousse autour de chez lui, de ce qu'il aime comme fruits. Et voilà, et en fonction de ce qu'il aime aussi, on va choisir les fruits en fonction de ça. Et donc il y a des gens qui viennent vraiment chercher ce côté conseil, ça c'est important pour eux. Et puis pour nous aussi, moi j'aime bien tchatcher de toute façon. Et en fait, il n'y a pas toujours ce conseil dans des endroits où on fait de la revente d'arbres. Il y a le producteur qui fournit, après il y a les gens qui s'occupent de revendre ça, qui ne sont pas toujours informés par le producteur de ce qu'il y a comme racines et tout ça. Et donc les gens achètent des arbres, plantent, et puis ça patine, ça pousse pas, c'est malade, ça machin. Et au bout de 10 ans, ils se rendent compte qu'en fait leur plantation a échoué. Mais il faut du temps en fait. C'est comme moi pour goûter mes fruits, il faut du temps pour se rendre compte si ça marche ou si ça marche pas. Et quand ils s'en rendent compte au bout de 10 ans, ils décident de replanter un verger, mais ils ont paumé 10 ans de temps qui sont précieux quand même quand on fait du fruit. Avant, les gens ils plantaient toujours des arbres de génération en génération. Nous, on a 2 générations de rupture, donc il faut recommencer à zéro.
Et donc quand on plante des arbres fruitiers, 10 ans, c'est dommage de les perdre parce qu'on n'a pas eu le conseil adéquat. Et donc nous on prend vraiment ce soin-là. Alors il y a des gens qui viennent après un échec de plantation aussi pour reprendre des arbres et avoir le juste conseil par rapport à chez eux. Voilà, donc ça c'est important. Et après on a aussi une deuxième partie de la clientèle. Donc ça c'est toute la clientèle qui se déplace, qui peut se déplacer de loin même. Donc nous on est dans le sud de la France, là sud-ouest de Carcassonne, à 45 minutes. Il y a des gens qui viennent d'Espagne, il y a des gens qui viennent de Montpellier, il y a des gens qui viennent de Toulouse, qui viennent chercher 5 arbres. Moi je suis toujours un peu surpris, mais ils viennent. La dernière fois il y a un Espagnol qui est venu, il a pris quelques arbres, et puis il est revenu 15 jours plus tard, chercher d'autres arbres, il était content. Donc voilà, parce que le produit est un peu spécial quand même, ce qu'on propose. Voilà. Et puis peut-être que les gens ils aiment bien aussi le contact qui se crée, et puis voir... C'est vrai que toi on peut venir voir les arbres, c'est là, oui, c'est pas caché. Et du coup après il y a toute la partie internet, puisqu'aujourd'hui c'est une réalité. On sent bien que pendant un moment ça pouvait se faire un peu de façon traditionnelle. Les bureries ils ont beaucoup fonctionné avec les magazines de jardinage, un article de temps en temps, tout ça. Et puis aujourd'hui il y a cet espace internet qui s'ouvre, qui a un champ énorme de possibles, et en même temps c'est pas toujours évident de savoir comment se présenter dans ce genre d'espace. Ouais. Et donc bon, on a fait une page internet où on se présente, on trouve avec les pépinières bury.com ou lesbonsfruitiers-d'antan.com, on trouve les deux qui nous présentent. Je dirais qu'on a 3 types de ventes. On a un tiers la vente par correspondance avec internet, on envoie par la poste après, un tiers sur place, et on écoule presque un tiers de notre production aussi sur des foires d'automne où on se déplace sur des foires spécialisées et où on peut rencontrer les gens, discuter, et il y a beaucoup de gens qui passent, et donc là on écoule aussi pas mal d'arbres sur ces foires-là, quoi. Voilà. Enfin voilà, nous c'est toujours pareil, c'est hyper important pour nous qu'un arbre qui soit vendu, on soit quasiment sûr qu'il reprenne. Je veux dire, on a bossé 2 ans à s'occuper d'un arbre, on n'a pas envie que ça crève. Oui, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire 15 ou 17 euros en vendant un arbre, on s'en fout de ça. Enfin, non, on s'en fout pas, on en vit. Mais ce qui est important, c'est que ça réussisse, que le travail réussisse jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment important pour nous, quoi. Voilà. Okay. Et donc du coup, là tu nous parlais, voilà, toi tu mets 2 ans à faire pousser un arbre, ensuite tu le vends. Est-ce que tu peux nous parler un peu des contraintes que tu as? Quelles sont les contraintes, que ce soit administratif ou l'environnement, je sais pas. Là je vois que tu as dû mettre des grillages pour les chevreuils par exemple, c'est aussi une contrainte. Même si tu as des subventions, mais c'est vrai que voilà, il y a plein de contraintes, donc est-ce que tu peux nous parler de, je sais pas, ce qui toi te paraît important à signaler comme contrainte? Alors écoute, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce qui me vient. Je dirais que en contrainte, je pense qu'une des premières choses aussi quand on s'installe comme ça, il y a le truc où enfin c'était mon expérience. Donc pour parler de mon expérience, c'est que je croyais pouvoir faire, parce que j'avais quand même un peu d'expérience en pépinière, et je me suis rendu compte que finalement je savais pas si bien faire que ça. Donc les premières années j'ai un peu patiné pour réussir. Là c'est bon, là, je commence un peu, c'est ma 4e année de production, et je commence un peu à anticiper les choses, parce que le rythme de la nature il change chaque année, et il faut vraiment... C'est un art d'être paysan, d'arriver à bien se caler sur le rythme de la nature pour pas se faire déborder. C'est à un moment donné, là comme ça, c'est l'hiver, il fait doux et tout, tu te dis c'est bon, j'ai le temps, les arbres ils sont au repos et tout, puis 3 semaines après il y a des feuilles, puis t'es là, oh putain, j'ai plus le temps. Alors, donc en fait le truc c'est aussi de pas attendre ce moment-là, quoi. Il faut que là les 3 semaines que j'ai devant moi me permettent, parce que c'est possible que dans 3 semaines il y ait des feuilles qui arrivent là, que dans les 3 semaines qui arrivent, j'ai fini ce que j'ai besoin de faire pour que quand il y a les feuilles, je puisse passer à une autre activité parce qu'il y a des choses que je ne pourrai plus faire là quand il y aura les feuilles, par exemple déterrer ou greffer ou désherber. Même le désherbage, l'herbe elle est comme ça, c'est facile pour désherber, 3 semaines après elle est comme ça, c'est le bordel, on ne peut plus rien faire, parce qu'au printemps quand même ça se réveille vite. Donc là les premières années je me suis fait un peu dépasser, donc je courais tout le temps, donc je passe 3 fois le temps qu'il faut pour faire le truc et tout. Quand on anticipe, donc ça c'est une des premières contraintes qui est le manque d'expérience. Et
Après, le fait de faire en bio, je pense qu'un des trucs importants, c'est que du coup, on a la partie main-d'œuvre qui reste un facteur fort de l'entreprise. Et aujourd'hui, je suis un truc un peu entre les deux où en même temps, mon entreprise elle est calculée pour faire un mois plus un mi-temps, parce que j'ai pas envie de travailler tout seul, je trouve que c'est sympa d'être deux. Ouais. Donc c'est calculé comme ça. Mais vu que j'ai patiné mes premières années et tout ça, que j'ai pas eu les ventes que je voulais, je peux pas le payer le mi-temps. Et donc du coup là, j'ai quand même le travail d'un temps et demi. Voilà, j'ai quand même le travail du mi-temps sans l'avoir. Et donc du coup, il faut courir. Et en même temps, si je réalise pas bien ce travail, mes arbres seront pas au rendez-vous. Et donc du coup, tu vas pas décoller, je vais pas pouvoir vendre aussi bien que je voulais. Je pourrais pas payer. Alors il y a un truc un peu entre les deux là où il faut que j'arrive à passer cette étape pour. Parce qu'après, quand il est là, le mi-temps, c'est cool quoi. Franchement, j'embauche un peu là pour l'hiver quand on déterre tout ça. Et tout est plus facile à deux quoi. Ça va tellement plus vite. Parce que je sais pas si tu veux qu'on le mette dans le truc, mais ça fait quand même 4 ans que du coup tu galères et c'est chaud, enfin que t'as pas de salaire. Quoi. Voilà, c'est ma 4e année sans salaire. Ouais. Non mais parce que c'est vrai que voilà. Pour une moyenne de 65 heures par semaine. Voilà, ouais, non mais c'est aussi une des réalités qu'il faut dire, c'est-à-dire que tu fais quand même beaucoup de boulot, tu essaies de faire les choses bien. Je veux dire, de manière logique et en respectant ton environnement et tout ça, et au final. Voilà, t'as le sourire et tu blagues, mais ça fait 4 ans que tu bosses quand même sans salaire. Parce que l'entreprise ne permet pas de payer pour la famille. Ça fait râler mon épouse. Bon, on a le souhait que ça va... Enfin, on y croit, on pense qu'on va y arriver. Et puis aussi, il faut voir aussi que dans une installation comme ça, quand on démarre, il y a toute une structure. Donc il y a vraiment une mise en place de la structure qui a un coût. Et l'argent qu'on dégage, il passe dans la mise en place de la structure. Donc en fait, au début, l'argent que je dégage, il faut le replacer, je suis obligé de le réinvestir dans ma structure parce que j'ai besoin de mon outil de travail. J'achète un motoculteur à 2000 €, je me dis, c'est bien, un motoculteur 2000 € quand même, c'est cool. Je l'ai flingué en une année. Donc du coup je l'ai ramené au magasin, j'en rachète un à 4000 € du coup. Enfin c'est des petites choses, mais et encore moi je suis tout petit, et je vous parle d'investissement, mais il y a des gens ils claquent des sommes, c'est à peu près toutes les mêmes sommes que moi avec un zéro en plus derrière, mais. Oui mais bon c'est tout petit, mais c'est à l'échelle d'un homme quoi. Voilà, Moi voilà, c'est une entreprise qui a vocation à être humaine. J'ai la chance tous les jours de faire les choses à la main, de toucher la terre tous les jours avec mes mains. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne touchent plus la terre avec leurs mains. Quand on plante, c'est à la main. Quand on désherbe, c'est à la main. Enfin, quand on greffe à la main. C'est un choix de production aussi, de le faire comme ça. Voilà. Et du coup, est-ce que... Donc, parce que voilà, tu nous parles de beaucoup de travail à la main. Est-ce que, par exemple, si au lieu de faire en bio, tu faisais en conventionnel, est-ce qu'il y avait des choses qui seraient plus simples? On avait parlé par exemple de l'herbe, du désherbage. C'est classique. Oui, mais c'est vrai que c'est frappant comme exemple, quoi, à expliquer aux gens. Là, au vu de la taille de la pépinière, ce que je disais, c'est que je pense quand je dois tout désherber à la main, mais ranger, là, il faut compter une semaine à 10 jours pour que ce soit bien fait, parce qu'un désherbage, s'il n'est pas bien fait, ça ne sert à rien. Donc il faut compter 10 jours à peu près. Si je le fais en chimie, que je désherbe avec de la synthèse, en une demi-journée j'ai fait toute la pépinière. Et voilà, c'est une contrainte, mais en même temps, ce serait impossible de pouvoir passer des produits. Oui, pour toi c'est pas envisageable. Non. Du coup, une des autres contraintes dont on a parlé, c'est les banques. Parce que tu as fait un choix qui est quand même radical. Ouais, c'est intéressant ça, Et je pense que c'est intéressant d'en parler parce que c'est un choix. On en parle beaucoup en ce moment de ce genre de problème. Là. Alors c'est pas évident, c'est toujours la banque, c'est le méchant loup, il faut toujours faire un peu attention avec, c'est une réalité. Il faut quand même faire attention avec son banquier. Et donc j'ai voulu tout autofinancer, mais quand je claque des ronds, du coup, je claque d'un coup mon argent. Et donc du coup dans ma trésorerie, je tape dans ma trésorerie directe. Alors que pour des investissements divers, on peut, par exemple là la réfection de mon bâtiment, moi je l'ai estimé entre 10 et 15 000 €. Donc ça, je me colle d'un pet quoi, parce que voilà. Bon, je vais pas tout faire en une année, je me donne 3 ans quand même pour le faire. Mais
En passant avec une banque, ça permet quand même du coup d'étaler, j'aurais pu étaler sur 10 ans ou 15 ans avec la banque, et du coup d'avoir une charge plus légère et sortir un peu de l'argent pour la famille. Et donc, il y a un moment donné, voilà, c'est un choix qu'il faut estimer. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit c'est une connerie de tout autofinancer, il vaut mieux payer plus cher et passer par les banques. Moi j'ai fait ce choix-là, c'est pas facile. Ah oui, enfin, je pense que c'est important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, genre oui les banques machin. Bon voilà, on a quelqu'un qui a fait le choix de ne pas passer par les banques. Quoi, et en même temps, si je l'avais fait, ce serait plus facile. Ouais, voilà, c'est ça, ce que tu disais, c'est plus confortable. C'est une réalité. Et alors sinon, ce que je disais aussi, si on veut, parce que les banques, voilà, on ne sait jamais ce qu'ils font avec le pognon. Enfin, si, on le sait que trop, mais donc du coup, c'est une administration, c'est pas facile de fonctionner avec eux quand on a vraiment envie de porter des choses éthiques fortes et tout ça. Ça fait un peu tiquer au fond. Alors sinon, c'est quoi la solution? Ce serait à ce moment-là des gens qui soutiennent volontairement des petits projets, avec le risque que ça comporte de soutenir un petit projet, parce qu'on ne sait pas toujours s'il va réussir ou pas. Alors plutôt que de poser, je dis n'importe quoi, 20 000 € en banque avec 4%, voilà, et puis on ne sait pas où ça part cet argent, comment il est utilisé, eh bien, on pourrait choisir de le placer dans une entreprise, un cercle, j'appelle ça un cercle de chaleur, un cercle bienveillant autour d'un projet auquel on croit, qu'on a envie qu'il existe, et avec quelque chose de clair, posé sur papier, c'est remboursé de telle façon, avec une option ou 2 options, ou en fonction du démarrage du projet. Et là, je pense qu'il y aurait possibilité de faire exister pas mal de petits projets, parce qu'il y a des gens qui seraient capables de lancer des trucs, mais financièrement, ils n'ont pas les ressources, les parents ne suivent pas derrière, ils n'ont pas de thunes. Bon, de toute façon, t'as rien, tu démarres pas, c'est pas possible. Donc, parce que du coup, ce genre de truc, ça existe un peu sur Internet. Enfin, je connais pas exactement les noms, mais je sais que ça circule des trucs comme ça. Des trucs de donation ou de prêt. Ouais, où tu peux, mais c'est un peu toujours, on revient à la communication, enfin au passage à Internet, à la communication. C'est-à-dire que toi, t'es pépiniériste, t'es pas un geek ou je sais pas, quelqu'un qui est sur Internet, qui est à fond sur ces technologies-là. Et du coup, c'est vrai que bon, il faut un des problèmes aussi, c'est d'arriver à gérer à la fois l'aspect technique de la production et la communication. Mais du coup, tu as pensé à ce... on y pense parce que là, cette année, c'est un peu chaud pour nous. Donc du coup, effectivement, si à la fin de la saison, on n'est pas arrivé à joindre les deux bouts, ce qui est une des éventualités de cette année de travail là, peut-être on va essayer d'avoir recours à d'autres soutiens extérieurs, voir si on y arrive. Voilà, bon, c'est vrai que ça touche un peu l'ego aussi, on aimerait bien arriver à se démerder tout seul, je veux dire, voilà, on y passe du temps, ça fait un moment qu'on bosse dessus, j'aimerais bien avoir besoin de demander à personne, mais c'est pas ma réalité aujourd'hui, alors voilà, c'est mon épouse qui le fait, et merci, elle s'occupe de toute la paperasse. Et parce qu'elle, elle fait toute la partie administrative, et elle fait aussi la gestion internet, des mails et tout ça, des commandes, donc c'est quand même une bonne partie. Elle dit qu'il faut être ingénieur en papier pour lancer une entreprise aujourd'hui. Bon, c'est un peu exagéré, mais il y a un peu de ça. Oui, alors il y a un petit point aussi dont tu voulais parler, c'est le woofing. Les lignes bougent en ce moment sur ce cas. Nous, ça nous concerne directement. C'est connu par le woofing. Est-ce que tu peux nous parler, nous expliquer un peu ce qui se passe et pourquoi toi ça te touche? Alors disons que là maintenant il y a un petit peu une chasse au travail au black dans les différentes entreprises et notamment la MSA s'y met assez sérieusement. On a eu plusieurs échos là. Et donc du coup le woofing, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un échange sur les fermes. On reçoit des gens qui viennent d'une certaine manière travailler gratuitement en échange des repas, du logement et d'apprendre. Du savoir-faire, et ça je pense que c'est ce point-là qui est à mettre au centre dans l'échange du woofing. Et donc ils considèrent ça comme du travail au noir. Et en fait la première semaine concrètement c'est un temps de formation, c'est un temps que moi je passe avec eux aussi pour leur expliquer, pour partager. Et du
coup, moi, je suis pas dans mon efficacité parce qu'on a besoin de ce temps-là. Eux, ils apprennent. Et je dirais que la deuxième semaine, ils commencent à être autonomes sur les activités. Du coup, moi, hop, je peux me tourner plus pleinement dans ma façon de faire. Et eux commencent aussi à savoir faire tout seul. Et en général, la deuxième semaine, je récupère le temps que j'ai passé la première semaine de partage. Et après, en général, ils s'en vont. Ouais. On peut pas tout à fait les considérer comme des travailleurs au noir, même si effectivement ils sont avec nous dans les champs. Par contre, c'est un gain de plaisir et de partage qui est nettement supérieur. Et je trouve que c'est vraiment une activité à soutenir parce que c'est aussi l'occasion pour plein de jeunes de voyager, d'aller faire des expériences à moindre coût à l'autre bout du monde parce que c'est international. Pour les États, c'est une formation gratuite pour les jeunes. Parce que ouais, c'est ça, tu formes aussi des gens à faire des choses. Enfin, ils ne deviennent pas banquiers ou avocats, ils savent faire quelque chose de leur main, quelque chose d'important. La nature est généreuse, mais il faut quand même se la donner pour qu'elle soit vraiment généreuse. Donc pépiniériste, c'est pas parler tous les jours comme ça. Non. Okay. Mais ça fait partie de mon job. Tu as autre chose à dire ou pas? Non, je crois que c'était le petit point. Bon, donc je te remercie. Bah, moi aussi, je te remercie, Damien. Super intéressant. Et puis si tu essaies de faire financer sur internet, tu nous dis. Bah ouais. On fera suivre. On essaiera de. Voilà. Bon, ben merci. Moi, tu vous remercies. Et puis j'espère que ça touchera des gens qui ont envie de manger des bons fruits et qui n'auront pas d'erreur dans leur tentation à attendre 10 ans et à se rendre compte que